bonjour à toutes et à tous. Depuis 2018, chaque mois d'octobre, nous avons pris l'habitude de nous retrouver ici à Montreuil et à la Madeleine sous Montreuil pour la Journée nationale des aidants. Ces retrouvailles sont devenues un repère, un espace précieux pour rendre visibles les réalités des familles, pour ouvrir des rencontres et questionner collectivement nos représentations. Cette année, nous avons choisi de consacrer notre table ronde à un thème qui nous touche toutes et tous, celui de la parentalité. Des vulnérabilités qu'elle révèle, de la difficile, peut-être impossible, mise à nu de nos fragilités pour finalement, peut-être un jour, les accepter ou mieux les intégrer et les transcender pour en faire notre force. Parce qu'être parent d'un enfant avec ou sans handicap, c'est traverser des doutes, des moments de découragement, subir des injonctions paradoxales. Sois forte, tu dois tenir pour elle. Tiens bon, qu'est-ce qu'il ferait sans toi ? Écoute, tu devrais lâcher un peu, tu deviens insupportable, je te reconnais plus, prends soin de toi. Interroger notre rapport à la vulnérabilité, n'est-ce pas aussi interroger la place que la société lui fait ? Ici et là, on nous enjoint de nous écouter, de ralentir, de laisser parler notre cœur. Mais vous, êtes-vous prêts à retenir près de 10 millions d'aidants qui s'effondrent parce qu'ils tiennent à bout de bras un système de santé qui périclite ? Sommes-nous prêts à accueillir la détresse de vies laissées sans solution ? Et nous, parents, sommes-nous toutes et tous égaux face à la vulnérabilité ? Chaque année, cette journée nationale est aussi l'occasion d'appeler de nos vœux une alliance entre les professionnels et les familles pour lutter contre l'isolement et l'épuisement des aidants, les tristes corollaires de la maladie et du handicap de nos proches. Cette année, peut-être plus que tout autre, nous réitérons cet appel. Dans une société où le tissu associatif est mis à mal, où les financements sont en berne, où les besoins n'ont jamais été aussi criants, prendre soin de nous est inéluctable. La population vieillit, le mur démographique est à nos portes, le virage domiciliaire est une réalité, et nous sommes toutes et tous des aidants en devenir. La vulnérabilité, loin d'être une faiblesse, est au cœur de notre humanité. Elle peut devenir un levier de transformation, un point d'ancrage pour créer du lien et sortir de l'isolement. Et s'il fallait encore vous en convaincre, à la fin de ce moment privilégié que nous partageons ce matin, vous pourrez ce soir ouvrir notre cadeau. Nous vous offrons notre premier livre auto-édité. Parents aidants, récits de vie, de soins et de lumière, dans la collection Ancrée, née à la Madeleine sous Montreuil, qui rassemble quelques témoignages de parents aidants reçus pour le concours des aides en or depuis 2022. Nous sommes très heureux et surtout très fiers. Et puis vous pouvez compter sur nous pour leur offrir un beau voyage à ces 2000 exemplaires, parce qu'ils porteront la voix des aidants très haut. Merci à la Fondation ECH de l'avoir rendu possible. J'espère que vous aimerez ce que vous entendrez ce matin. Nous avons mis tout notre cœur à rassembler ici les protagonistes de cette table ronde que nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui et dont les mots ou les travaux nous intéressent et nous touchent particulièrement. Je laisserai Stéphanie Gruyer-Masson présenter Céline Martinez, Cyrielle Dergui et Jérôme Coronel, et je m'arrête quelques instants pour remercier Stéphanie qui a préparé cette matinée. Stéphanie, elle est créatrice du podcast Tous pareils ou presque, que je vous encourage à écouter. Elle est aussi maman d'Alice, qui est une ado porteuse d'autisme. Je souhaite aussi remercier chaleureusement les partenaires qui rendent cette journée possible et merci de votre présence. Le Conseil départemental du Pas-de-Calais, la CAF du Pas-de-Calais, la région Hauts-de-France, la MSA Nord-Pas-de-Calais et la CA2BM. Avant de laisser la place aux échanges, je voudrais vous annoncer une nouvelle qui nous tient particulièrement à cœur. Depuis toujours, au Bobo à la ferme, nous nous battons pour valoriser les aidants, éveiller les consciences sur les compétences acquises dans ce parcours de vie. Être aidant, c'est apprendre à organiser, anticiper, décider vite, gérer l'imprévu, écouter, rassurer. Des savoir-faire précieux, mais trop souvent invisibles. C'est pourquoi, aux côtés d'AG2R La Mondiale, de l'Association française des aidants, du Cercle des vulnérabilités et de la Fédération nationale des CIDFF, nous avons construit le premier parcours en ligne qui transforme l'expérience d'aidant en atout professionnel. Ce programme s'appelle Aidants et compétents. Que vous soyez en emploi, en recherche ou en poste professionnel, il vous aidera à prendre conscience de vos forces, à gagner confiance et à ouvrir de nouvelles perspectives. Le webinaire de lancement sera le 15 octobre de 13h à 14h. Nous partagerons le lien sur nos réseaux. Enfin, et surtout aussi, merci à l'ensemble de l'équipe du laboratoire de répit et des bénévoles qui ont mené un travail colossal pour rendre possible cette journée. Et surtout,
C'est le travail colossal qui mène chaque jour pour nous permettre d'exister que je voudrais remercier aujourd'hui. Voilà, place à la richesse des témoignages et aux paroles croisées. Merci beaucoup. Merci beaucoup Élodie pour cette introduction. Bonjour à tous. Pour parler de vulnérabilité aujourd'hui, vulnérabilité mais aussi force et surtout lien, on a 3 invités. Céline Martinez, qui est psychologue très engagée aux côtés des aidants et maman d'un jeune William qui est atteint du syndrome de Prader-Willi. Jérôme Couronel, qui est papa de Florian, 27 ans, atteint porteur d'autisme. Et puis Cyrielle Dergui, chercheuse et maîtresse de conférences en psychologie, qui a particulièrement axé ses travaux sur la parentalité et le handicap. Alors, peut-être pour démarrer cette table ronde, on peut se poser la question de savoir finalement ce que c'est que cette notion. Qu'est-ce que c'est qu'être vulnérable quand on est parent tout court ou parent d'enfants avec un handicap? Et je crois que Céline, tu aimes bien poser les choses en termes de définition, voire même d'étymologie. Oui. Est-ce que tu peux nous dire? Merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Merci infiniment, Élodie et Louis, de votre invitation. Je suis très touchée, vraiment. Donc c'est vrai que j'aime bien poser la définition des mots pour qu'on s'entende et qu'on se comprenne. Donc je suis allée voir notre gentil chat GPT pour qu'on puisse poser justement les mots importants de ce qui concerne ce thème si riche, si précieux et si complexe qu'est la vulnérabilité. C'est un facteur de fragilisation susceptible d'altérer l'intégrité et l'équilibre du développement d'une personne. C'est la qualité d'être ouvert à ses émotions, d'accepter de montrer ses faiblesses et ses doutes. Et ça renvoie aussi à la possibilité d'être blessé, atteint ou mis en difficulté. Et donc, sur le plan physique, psychologique, social, économique et environnemental. Au niveau de l'étymologie, ce que je trouvais très intéressant, c'est de reprendre l'étymologie latine, vulnerabilis, qui peut être blessé, dérivé de vulnus, blessure, l'idée d'être exposé à une atteinte. Et il se trouve que dans la vie, dans le cours du développement d'un être humain, on va se retrouver particulièrement en situation de vulnérabilité en live. Petit moment de vulnérabilité quand on commence la table ronde et que voilà. Le micro ne fonctionne pas bien. Et voilà, dans ces moments de vulnérabilité, moi je reste très calme. Je me dis, il y aura toujours pire. Donc il y a des moments particuliers dans la vie où on va être vulnérable. C'est quand on est un bébé, quand on est un enfant, c'est ce qu'on appelle la dépendance première. Et pour faire le lien avec la parentalité, quand une mère et un père mettent au monde un enfant, ils sont ce qu'on appelle pendant à peu près 6 mois, tu me corriges, dans la préoccupation maternelle primaire. C'est-à-dire que vraiment, nos sens sont en hyper-vigilance et en hyper-éveil par rapport à cet être qui vient et qui fait face au froid, à la faim et à la séparation par rapport au corps de la mère. Et cette préoccupation maternelle primaire, je voudrais la relier avec cette préoccupation et cette hypervigilance des aidants par rapport à une personne fragilisée par l'âge, la maladie ou le handicap. On reste, moi c'est ce que je perçois, dans une sorte de maternité, de parentalité un peu infinie quand on se retrouve aidant, parce qu'on est dans un corps à corps qui reste très 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 intense. Il faut que je prenne le micro. D'accord. Ça s'appelle compenser la vulnérabilité, ça. donc voilà. Et alors, pour illustrer aussi, pour démarrer cette table ronde, je voudrais vous rappeler le mythe du talon d'Achille. L'expression talon d'Achille désigne le point faible d'une personne, malgré une grande force ou une grande puissance par ailleurs. Dans la mythologie grecque, Achille est un héros presque invulnérable. Sa mère, la déesse Thétis, l'avait plongé dans le fleuve Styx pour le rendre immortel, mais elle le tenait par le talon, qui ne fut donc pas touché par les eaux protectrices. Lors de la guerre de Troie, Achille fut tué d'une flèche dans le talon, son unique point vulnérable.
Donc aujourd'hui, on parle de talon d'Achille pour désigner une faiblesse cachée dans un ensemble solide, une fragilité psychologique ou émotionnelle, ou encore un défaut que l'on essaie souvent de dissimuler. Et voilà, pour introduire cette table ronde, je voudrais dire combien dans la psychologie des aidants, souvent ce que j'ai repéré, c'est que les aidants se taisent par dignité et pouvoir dire sa vulnérabilité, il faut pouvoir se trouver dans un espace safe. Et ici, on l'est. Et on va pouvoir en parler, et ça, c'est magnifique. Alors, on va pouvoir en parler, et parfois, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de papas qui en parlent. On est particulièrement heureux d'avoir la présence d'un père, donc papa d'un jeune homme autiste. Jérôme, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment justement la vulnérabilité s'est invitée dans une vie qui n'était pas forcément prédestinée à être vulnérable, puisque tu te destinais tout simplement à un parcours à une carrière militaire, et puis les choses se sont passées différemment. Ouais, c'est complètement ça en fait. Je vais rebondir sur tout ce que tu as dit. En fait, bah voilà, j'étais formaté pour pas être vulnérable. En fait, en vrai, j'ai été militaire. J'avais la responsabilité de 30 soldats. Ensuite, j'ai monté en grade, j'en avais encore une centaine. Donc, j'étais dans plusieurs théâtres d'opération. En Afrique, en ex-Yougoslavie, Afghanistan, etc. Et du coup, bah, la vulnérabilité, c'était mon quotidien. Malheureusement, je pensais pas être vulnérable par l'ennemi, effectivement, et j'ai été vulnérable par mon propre fils, en fait. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire justement dans ton parcours s'il y a des moments où tu as ressenti cette Oui, parce qu'en fait, dans la vie, on doit faire des choix, en fait. Et combien de fois je me suis retrouvé isolé et je me disais quel choix je dois faire, mais j'avais pas le choix, en fait. Donc le premier choix, c'était d'arrêter ma carrière militaire pour être à côté de mon épouse parce que ça devenait trop compliqué. Il y avait rien, absolument rien. Ensuite, il y a eu cette période du Covid qui a été très compliquée où mon fils me clivait complètement et avec des mots très forts que je devais mourir, donc je devais fuir ma maison. Je me retrouvais seul dans ma voiture en imaginant des tas de choses, qu'est-ce qui se passait à la maison. J'appelais, mais elle ne pouvait pas me répondre. Le Covid, donc moi je travaille en santé mentale aujourd'hui, donc je devais apporter le soutien de mes patients. Et quand j'appelais pour rentrer au domicile, ma femme me disait bon ben voilà, il y a ça de cassé, donc les baies vitrées, à l'époque tous les magasins étaient fermés, donc je devais réparer les dégâts, lui faire comprendre qu'on ne pouvait pas sortir, donc il y a eu des périodes très compliquées. Effectivement, on voit bien que la parentalité, la vulnérabilité, elle fait partie de toute expérience de la parentalité, mais la parentalité avec cette dimension du handicap, de la maladie d'un enfant, avec parfois des manifestations, oui, qui peuvent être très impressionnantes et très impactantes pour la famille. Forcément, ça fait vivre la vulnérabilité avec une intensité particulière. Cyrielle, toi, tu travailles aux côtés des familles, puisque dans le cadre de tes recherches, tu rencontres énormément de parents. Qu'est-ce qui ressort le plus dans les échanges que vous pouvez avoir? Quelles sont les choses les plus saillantes par rapport à cette notion de vulnérabilité? Alors, je dirais que les parents, ce qu'ils me disent et ce qu'ils me montrent beaucoup, c'est que le fait d'avoir un enfant en situation de handicap, ça l'isole. Et en fait, l'isolement, c'est associé à une perte de ressources. Donc, ressources, tu l'as décrit quand tu as dit j'ai dû changer de travail. Cette perte de ressources, c'est un processus qui est assez insidieux, en fait, mais qu'on observe chez beaucoup de parents d'enfants en situation de handicap ou de maladies chroniques. Enfin, voilà, c'est progressivement comment le parent va s'isoler un peu malgré lui, en soit arrêtant de travailler, soit diminuant son temps de travail, en réduisant sa vie sociale pour s'occuper de son enfant. Voilà, enfin vraiment, avec souvent aussi au niveau familial, il peut y avoir une perte un petit peu des liens et du relais possible apporté par la famille. Et en fait, on le sait que plus on réduit ses ressources, moins on peut faire face au stress quotidien.
Et donc, ces parents, ils sont plus à risque de développer des problèmes de santé, santé mentale, santé somatique, et d'avoir une qualité de vie donc plus altérée. Donc ça, sur ces points-là, on a des années de recherche en fait sur le sujet, même si ça a un peu du mal parfois à émerger et à ressortir dans ce qui peut être décidé au niveau politique. Mais en tout cas, voilà, c'est des choses qu'on sait depuis très longtemps et dans beaucoup de pays. Hein, c'est pas uniquement en France. Et voilà. Et l'idée par rapport à ce processus, c'est aussi de pouvoir intervenir le plus tôt possible pour éviter justement ce processus insidieux, cette perte de ressources. Donc agir le plus tôt. Alors, on va voir comment on peut se reconnecter justement à sa vulnérabilité. Mais avant ça, il y a quand même une question qui se pose. On voit que donc cette vulnérabilité, elle est très largement partagée parmi les parents aidants, bien sûr, mais aussi parmi les autres parents qui peuvent être fragilisés pour d'autres raisons. Et on n'en parle pas. C'est assez tabou. On n'ose pas le dire. Parfois, on n'ose même pas justement en prendre conscience. Mais pourquoi on le dit pas? Pourquoi c'est si compliqué d'en parler? Je pense que bon, Élodie en a parlé tout à l'heure. Enfin, il y a des injonctions un peu paradoxales au niveau de notre société. C'est qu'à la fois, ça serait valorisé de montrer cette vulnérabilité, mais en même temps, pas trop non plus, quoi. Enfin, il faut quand même assurer, d'autant plus quand on est parent. Hein, il faut assurer dans son rôle de parent, mais aussi dans sa vie de manière plus générale. Donc voilà, je pense qu'il faut, Céline le disait très justement, il faut aussi des contextes pour pouvoir dire cette vulnérabilité. Et il n'y en a pas tant que ça. Il y a une peur du jugement. Enfin, peur pour du tous jugement, les parents, ouais, c'est quand on est parent, on est censé être je crois, pas défaillant et pas fragile. Oui, parce que le risque derrière aussi, et je crois qu'il est encore plus fort chez les parents d'enfants en situation de handicap, c'est d'être jugé. Par rapport à sa manière de faire. Je trouve que chez les parents d'enfants en situation de handicap, il y a ce truc de la vulnérabilité, elle devient un peu risquée, quoi. Enfin, c'est-à-dire que on peut se retrouver sous le regard de professionnels qui viennent dire qu'on n'est pas, on n'est pas un assez bon parent. Alors déjà qu'en plus souvent ces parents peuvent avoir ce sentiment et cette culpabilité, on va pas prendre ce risque et c'est bien normal, quoi. Je pense que, ouais. Céline, ouais, c'est quelque chose que tu as pu ressentir ou constater. Oui, je vais essayer un petit peu d'illustrer avec mon témoignage parce qu'effectivement, j'ai 3 casquettes. Je suis d'abord un être humain. Ensuite, parce que c'est ce que je dis, avant d'être aidant et avant d'être parent, on est un homme, on est une femme. Et on a reçu une certaine éducation en fonction aussi des époques. Par exemple, quand on est aidant à 80 ou 90 ans, quand on est aidant à 27 ans, on a une considération par rapport aux émotions, par rapport au dire, qui est complètement différent. On se rend compte, j'ai écouté des émissions une émission de radio très intéressante récemment sur les aidants sur Europe 1, et si on en parlait, celle du 1er octobre, Marie-Estelle Dupont est la psychologue clinicienne qui animait, et qui disait qu'effectivement, il y a des générations qui sont en refus de soins, ou des aidants qui ne veulent pas accepter de l'aide. Donc ils ne considèrent pas leur vulnérabilité, ils veulent faire seuls. Et puis après, voilà, il y a vraiment des têtes de mule, quoi. Moi, je me souviens très bien, quand j'ai mis au monde mon enfant porteur de handicap après 2 accouchements d'enfants classiques, c'est vrai que pendant 3 ans, j'étais dans les tranchées. Je ne voulais pas rentrer dans l'association de la maladie de mon enfant parce que on me disait il va être comme ci, il va être comme ça. Vous savez, c'est comme les parents d'enfants porteurs de trisomie, ils ont tous le même visage. Donc on a l'impression d'être le parent. On a l'impression d'être le parent de l'autre. Et souvent on me l'a répété ça. Avant d'être un enfant malade, c'est un enfant. Et il fallait que je reconvoque le fait d'être dans la vie et de ne pas toujours penser vulnérabilité, faiblesse, différence, etc. Et alors, le point que je voulais soulever, c'est que toute cette question de la vulnérabilité, qui est très connectée, je trouve, au handicap, c'est que, effectivement, de prime abord, c'est vu comme une faiblesse et ça convoque aussi la notion d'intimité.
Et c'est vrai que c'est intrafamilial. C'est-à-dire que c'est très difficile d'oser dire, et comme tu disais déjà, de conscientiser les choses. Il faut du temps. Et je voudrais aussi ramener aussi à la psychologie, c'est que on a des moments de vulnérabilité qui peuvent être très émouvants dans les films. Là, voilà, là j'ai le cœur qui bat parce que j'essaye de faire de ma vie quelque chose qui ait du sens et qui puisse alerter et sensibiliser des personnes pour le futur. Et grâce à Élodie et Louis, ils changent les choses. Ils changent les choses. Parce qu'effectivement, il faudrait qu'on puisse apprécier la vulnérabilité de façon constructive, de façon efficiente, et que ça nous en parte pas non plus dans... J'entends souvent, on va pas écrire un bouquin que ce soit trop pathos. C'est très compliqué cette histoire-là. Hein. Il faut pas être trop pathos, il faut pas être trop mélodramatique, mais après l'émotion, ça monte. C'est aussi, ça convoque l'instinct. C'est vraiment, c'est le système limbique, quoi. On ne peut pas contrôler ça. Et il y a une chose aussi, je voulais dire en me présentant aussi, je suis vraiment une ex-timide. Je suis devant vous avec un micro et je vais parler, etc. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on dépasse nos vulnérabilités parce que ça prend sens, ça fait sens. Et ça, c'est intéressant pour arriver à sublimer. Et donc, pour revenir à cette histoire de vulnérabilité, comme je disais, il y a une notion d'intensité. Il y a la vulnérabilité quand on déclare sa flamme à son chéri. Et puis, il y a la vulnérabilité grave quand on nous annonce des diagnostics qui vont engager une vie entière, une famille entière. Et c'est de l'ordre en psychologie de ce qu'on appelle le traumatisme. Et le traumatisme, c'est l'effraction dans la psyché de la personne de quelque chose qu'il ne peut pas absorber tout de suite. C'est-à-dire qu'on passe par 4 étapes qui va de la sidération à la colère, au réaménagement pour aller vers l'acceptation. C'est-à-dire que quand on annonce à une personne « votre proche est atteint de la maladie d'Alzheimer » ou « vous venez de mettre au monde un enfant qui vivra en chaise roulante toute sa vie », vous pouvez pas composer avec la réalité tranquillement. C'est pas possible. C'est un tsunami. Vous avez vécu malheureusement ici des inondations. C'est de ce même ordre. C'est un tsunami psychique et qui prend des proportions quelquefois très très intenses. Et je trouve très intéressant ce que tu disais, que l'on soit dans la prévention. Moi, c'est pour ça que je viens ici parler. Je suis une grande militante de la prévention, pour justement accompagner les personnes dont on le sait qu'elles vont avoir un parcours vulnérable. Et j'aimerais que puisse être nommé comme un tour opérateur ou une personne, au moment où le diagnostic est posé, c'est voilà, vous êtes atteint de la maladie d'Alzheimer, votre fils est porteur d'autisme, voilà, mais on vous met une main sur l'épaule. Nous serons là pour les grands aiguillages, vous pourrez vous appuyer sur nous et qu'on puisse aller dans une fluidité qui ne soit pas un combat. Parce que moi, j'ai vraiment, quand j'ai accouché en 2009, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Je suis en France, là. Mon enfant aîné, il était en détresse cardiaque, réanimation pendant 3 heures, etc. Donc, j'ai écrit aux amis en disant « c'est un petit oiseau tombé du nid », mais on ne savait pas ce qui se passait. L'enfant n'arrivait pas à téter, il ne bougeait pas. Donc je me suis dit « c'est pas juste un petit problème cardiaque qui va se résoudre ». Voilà, il a été emporté dans un brancard vers un institut de puériculture. J'ai été séparée de lui, j'avais les seins comme des obus parce que j'avais du lait à donner. Et je me disais, tout est fracassé, enfin, c'est pas possible. Je me suis retrouvée écartelée entre la maison avec les aînés à gérer et un tout petit qui luttait contre la mort. Parce que c'est ça aussi, la vulnérabilité des parents porteurs, en situation d'enfants porteurs de handicap, c'est qu'on se retrouve face à des situations extrêmes. On parle de vie et de mort. On parle de détresse respiratoire, on parle d'impossibilité ensuite de communiquer. En fait, c'est toute une vie qui est bouleversée. Non, en fait, en écoutant Céline, ça me faisait... ça me donnait d'autres éléments pour répondre à ta première question. Je crois que pour
verbaliser, enfin pour montrer, reconnaître sa vulnérabilité en tant que parent. Il faut aussi que l'enfant soit un peu pris en charge et que ça soit. C'est compliqué de se mettre en avant soi et quand déjà les bases. Quand nous on interroge les parents sur leurs besoins, c'est très compliqué pour eux de nous dire quels sont leurs besoins à eux si les besoins de leurs enfants sont pas. Voilà, donc il y a aussi je crois que reconnaître la vulnérabilité, c'est pas que l'affaire des parents. Enfin, je trouve ça dur de faire reposer ça que sur les épaules des parents. On dit prenez soin de vous, mais en fait, il y a aussi un enfant et ça c'est compliqué. Enfin voilà, donc il y a une responsabilité aussi sociétale à pouvoir permettre que cette vulnérabilité elle puisse s'exprimer en fait. Oui, Jérôme, tu voulais ajouter quelque chose peut-être En vrai, c'est que tout est violent. Il n'y a aucun passage en douceur. En fait, tout arrive dès la naissance et chaque quotidien est violent en fait et rien n'est prévisible. Il n'y a pas de passage en douceur effectivement. L'isolement, on le disait parce que quand on arrive au travail au matin et qu'on raconte notre week-end, on peut pas dire ce qui c'est forcément. Les collègues, ils vont nous prendre pour un dingue, ils vont avoir des jugements, c'est obligé. Ils vont dire pourquoi tu restes comme ça, c'est que ça va quand même. Et il y en a la crédibilité de papa, c'est plus possible quoi. Et voilà quoi. Ouais, on rejoint cette idée où on se tait et où quelque part on devient du coup invisible, ou en tout cas sa vulnérabilité et ses difficultés sont invisibilisées parce que elles sont tellement extrêmes qu'on a l'impression qu'on peut même pas les faire comprendre par d'autres personnes. Et moi, ce que j'entendais aussi, c'est parce que comment accompagner, enfin, se reconnecter à sa vulnérabilité, certes, mais effectivement, tout ce que vous dites, c'est que dans ces situations aussi extrêmes, finalement, on est en mode survie. Oui. Et en mode survie, c'est je dois faire face, je dois réagir. Donc il y a vraiment quelque chose de très paradoxal dans à la fois se reconnecter à ses besoins propres et en même temps juste faire face aux besoins, au quotidien. Effectivement, parce que quand on devient parent, on rentre tout de suite, on est propulsé dans la maternité ou la paternité. L'enfant vient au monde, il faut le faire téter toutes les 3 heures. Et moi, je le relie à cette vie d'aidance où on est constamment dédié à l'autre. Comme tu disais, par cette responsabilité implacable qui tombe, on va se dédier aux proches fragilisés. Donc, on s'oublie, on met l'autre en avant. Et donc, on est dans une mécanique du faire. Tu vois, c'est le mot que tu as employé. C'est faire, faire, faire. Dans les biberons, on nettoie, on se lève la nuit, etc. Quand on est... je vais parler personnellement. William avait des détresses respiratoires. Il fallait que je le posture la nuit. Il n'arrivait pas à sucer. Il n'arrivait pas au niveau de la sphère orale. Parce que quand on m'a dit il a de l'hypotonie majeure, c'était comme une poupée de chiffon. Donc, il fallait que je posture son cou, etc. pour que la trachée soit bien, pour qu'il puisse déglutir. Et ça mettait 3 heures pour donner un biberon. Donc, j'avais trouvé l'idée de tapoter sur le biberon pour lui stimuler la sphère orale. Donc, pendant que je faisais ça, j'étais dans un stress et il faut qu'il... Et alors, la pédiatre me disait, il a bu combien? On était à 12 grammes alors qu'il en fallait 35. Donc, le petit restait un oiseau, etc. Donc, on est dans cette espèce de combat et de stress avec ces niveaux de cortisol qui sont là, qui sont très présents. Donc, on est très, très impacté et donc, on ne pense pas, on ne prend pas du recul. Or, maintenant... aujourd'hui, ça me fait penser à quand on voit une plante, quand on parle de la vulnérabilité, c'est le début d'une plante. On voit bien cette fragilité, cette délicatesse, cette non-protection. Et puis, au bout d'un moment, ça se tutorise, ça se galvanise, ça devient fort. On voit le début d'un palmier et la fin d'un palmier. Et c'est vrai que ce que je trouve important à vous dire, à vous, professionnels, c'est qu'il faut vraiment inviter les aidants. Parce que il faut presque leur donner la possibilité et l'autorisation de pouvoir dire. Et donc, c'est pour ça que, par leur vulnérabilité, ils vont pouvoir dire dans quelles difficultés ils sont, et vous allez pouvoir identifier
et pouvoir travailler sur les possibilités d'accompagnement, les ressources ou les réponses qui vont permettre d'organiser la vie. Alors, c'est vrai que c'est un sujet important, c'est justement la place de la vulnérabilité dans la relation avec les professionnels, notamment avec toutes les professions médicales. On pourrait se dire intuitivement et naïvement, c'est là que je vais pouvoir déposer ma fragilité. Et dans la réalité, on sait que ça se passe très différemment et que justement, c'est parfois là que le rendez-vous ne se fait pas entre des parents qui n'osent pas dire à nouveau et des professionnels, des médecins qui sont pas très à l'aise pour accueillir aussi cette vulnérabilité. Comment ça s'explique et est-ce qu'il y a des moyens justement de peut-être développer d'autres formes de relations plutôt que relations d'autorité ou en tout cas une relation où la vulnérabilité ne trouve pas sa place de nouveau? C'est difficile tes questions. Peut-être déjà pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans cette je pense que la vulnérabilité, clairement, les professionnels l'expérimentent aussi. Il y a là aussi beaucoup d'études sur le sujet, comment les professionnels sont aussi très stressés, sont soumis de stresser dans le fait de pouvoir ressentir aussi parfois de l'impuissance dans le travail avec les enfants qu'ils accompagnent. Et je crois que oui, il y a un peu de manière implicite entre le parent et le professionnel, malheureusement souvent une petite lutte de qui va réussir en fait. Sauf que l'idée c'est que pour réussir, il va falloir travailler ensemble et partager ses vulnérabilités. Je crois que ce qui peut aider et ce qui se développe un petit peu, j'ai l'impression, c'est un peu des nouvelles manières de penser le travail parent-professionnel dès le départ. Par exemple, aujourd'hui, il y a des consultations diagnostiques qui impliquent le parent, qui va, par exemple, pendant que le professionnel réalise des observations auprès de l'enfant, le parent va être derrière la vitre sans teint avec un autre professionnel et va lui commenter ce qu'il voit de son enfant pour donner son expertise aussi à lui, son regard de parent sur son enfant. Et là, c'est laisser une place finalement aux expertises de chacun. Peut-être que c'est une porte qui s'ouvre aussi sur la possibilité de partager aussi ce qui est plus difficile. Des pratiques aussi comme l'éducation thérapeutique, c'est des modèles où on part du postulat que le professionnel et le parent ont des expertises différentes et complémentaires et expérimentent des deux côtés des doutes, des incertitudes sur le fonctionnement de la personne et qu'il va falloir partager tout ça, sinon on va pas y arriver, quoi. Donc il y a, je trouve, de plus en plus, mais enfin ça peine quand même à se développer, alors qu'on sait que c'est quand même relativement efficace, ce type de pratique. Donc ça, c'est un peu frustrant parfois. Ça me fait penser par exemple qu'à Necker, qui est vraiment un grand hôpital très reconnu au niveau européen, qui a beaucoup travaillé le lien mère-enfant. Et on sait combien, par exemple, l'aidant est facilitateur de soins. Moi, j'ai été éduquée très à l'ancienne, donc le respect du professeur à l'école et le respect du professeur, du médecin ou des professionnels. Ils savent, sont les sachants. Sauf que là, quand on m'a annoncé pour mon fils une maladie rare, la première chose que j'ai faite quand j'ai pu être libérée de l'hôpital, c'est que j'ai foncé à la FNAC. Et j'ai dit, est-ce que vous auriez un bouquin sur le syndrome de Prader-Willi? On m'a dit, non. Je me suis dit, merde, donc mon enfant, il n'existe pas sur cette planète, quoi. Et à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je disais, il y a quelqu'un qui sait. On est combien? 7 milliards sur la planète? Sur 7 milliards, il y a quand même quelqu'un qui sait quelque chose. Et donc, j'étais folle, hein. Je parlais, parce que moi, ma vulnérabilité, je l'ai fait exploser, en fait. Parce que je me dis, il faut trouver une solution. Pour moi, il n'y a rien d'impossible. Il faut chercher, il y a une solution. Puis c'est vrai que, en tant que mère, je me suis dit, il faut que je compense, il faut que enfin, on est dans un pays développé, riche. Il y a bien, voilà, quelqu'un qui va me profiler une solution pour cet enfant qui n'arrive pas à bouger, qui n'arrive pas à manger, dont on me dit que il va pas survivre. Donc, on est dans cette quête
Et effectivement, dans cette émission animée par la psychologue Marie-Estelle Dupont, c'est vrai que la recherche du parent, de façon intuitive et animale, c'est faire survivre. Mais là, en tant qu'aidant, tout est exacerbé. Tout est exacerbé. La présence à l'enfant, la présence à la personne fragilisée, et ça prend des proportions qui vont dépasser l'entendement. Et il faut pouvoir se retrouver à oser dire, Oui, non, ce que tu dis, ça me fait penser. Je pense qu'on n'est pas tous égaux aussi par rapport à la vulnérabilité. Enfin, tu disais, voilà, en tant que parent, on se bat. Enfin, voilà, il y a parfois pas, parce que parfois on s'effondre. Et on n'a pas tous les mêmes ressources psychiques, on n'a pas tous les mêmes ressources environnementales aussi, avec du soutien. On n'a pas tous rencontré un professionnel qui va être sensible à ça, qui va nous accompagner. Et pardon, je te coupe, et effectivement, ouais. la psychologie des aidants, c'est de tirer la sonnette d'alarme, surtout en France, quand on arrive à l'urgence. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il faudrait, dès le début, ce que tu disais tout à l'heure, que en fait, on sait que c'est des parcours qui vont être teintés de vulnérabilité. Donc, il faudrait, voilà, justement, dès le départ, pouvoir penser ça et que, par exemple, moi, je milite beaucoup pour que l'évaluation des besoins des parents se fasse au tout début du parcours et de manière régulière tout au long du parcours, qu'elle soit accompagnée, parce que identifier ses propres besoins, essayer de réfléchir à 5 minutes, c'est hyper dur. C'est hyper dur, c'est quoi mes besoins? Donc il faut que ça soit accompagné, qu'il y ait des outils qui existent pour ça, et que surtout ça soit un sujet, quoi. Que le parent a des besoins, comme l'enfant a des besoins, et qu'il n'y a pas question. Enfin, il n'y a pas une question il y a des besoins qui sont plus prioritaires que d'autres. Les deux devraient être prioritaires. Et c'est vrai, tu disais quels sont les moyens, et je trouve que le premier levier, c'est le répit. Quand on est vraiment après le tsunami des annonces et dans les premiers temps de l'aidance, je pense que pour la prévention, c'est important d'aider le parent ou l'aidant à prendre du recul et de pouvoir penser et de se dire qui je suis, quelles sont mes forces, quelles sont mes compétences. Oui, voilà, c'est l'idée parce que prôner la réhabilitation de la vulnérabilité, si on ne donne pas l'espace, le temps et effectivement l'accompagnement, je pense que la plupart des parents qui ont vécu ces situations extrêmes savent que c'est très hypocrite et que ça risque même d'aboutir au contraire à un effet inverse, d'effondrement, etc. Donc il faut aussi ces espaces qui permettent de se reconnecter. Cyrielle, tu le disais très justement, à ses propres besoins en tant que parent, plutôt que se décaler pour ne pas être uniquement focalisé sur les besoins de son enfant, ce qui est la tendance de beaucoup de parents. Oui. Et accepter aussi que les parents n'ont pas tous les mêmes besoins. Certains vont avoir très rapidement besoin de répit, d'autres c'est pas ça tout de suite. Ça peut arriver après, mais c'est pas ça tout de suite. Ça va être un besoin d'engranger des connaisses que tu disais, t'es parti à la FNAC. C'est vrai. Là, je vais avoir une réponse très genrée. J'aimerais bien que Jérôme nous dise. Oui, tout à fait. Jérôme. Mais c'est vrai que, par exemple, je trouve que les hommes ont besoin d'action et de réponse. Est-ce que tu es d'accord ou pas? En fait, c'est en gros tout ce que vous dites. En fait, c'est qu'en plus on découvre plein de choses parce qu'on n'est pas préparé pour tout ça. Les commissions MDPH où on découvre tous ces mots-là et les premières fois on arrive face comme un tribunal, du coup on n'est pas préparé à ça, donc au départ on n'envoie que sa femme ou soi-même et on découvre les appellations, après des rendez-vous avec les psychiatres où on nous sort des mots et du coup après la vulnérabilité, faut se préparer à tout ça, donc quelques temps avant les rendez-vous, on va chercher avec notre ami ChatGPT sur Google pour être prêt à ces entretiens, prêt à affronter ça, et pour pas être vulnérable en fait, pour pas imposer des choses à notre enfant et s'imposer les choses également. Donc réhabiliter, en tout cas, apprivoiser cette vulnérabilité, ça passe aussi par devenir un peu expert du sujet pour pouvoir être au même niveau que ses interlocuteurs. Et puis dans ton cas aussi, tu disais que c'est être à deux. C'est ça, et aller à tous ces rendez-vous
Vous avez, enfin, Oui, ton parce que, en épouse, fait, en vrai, dans le quotidien, on peut pas faire les choses à deux, déjà. Parce que soit c'est mon épouse qui va faire les courses, on peut pas aller au restaurant, on peut pas aller au cinéma, la vie elle s'arrête, hein, clairement. Il n'y a pas de passage en douceur, c'est ce que je dis. Donc on s'octroie des petits moments, mais c'est pas forcément ensemble. Mais quand on a le moment de faire juste une balade quelque part, c'est du bonheur. Et quand on doit raconter notre week-end le lundi, il n'y a pas de week-end en fait, parce que ça s'arrête pas le handicap, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de répit. Et voilà quoi. tu voulais rebondir? Oui, mais non. Et c'est pareil, en fait, c'est violent quand on passe sur les évaluations, les diagnostics, et que dans l'enveloppe, on nous dit, tenez, on rentre à la maison, on regarde que notre enfant qui a 14, 15, 16 ans, qui a un niveau de 18 mois, et qu'est-ce qu'on va faire alors qu'on voit notre enfant faire du vélo, tout ça, il n'y a pas d'explication à tout ça, et on doit essayer de comprendre, on va sur Internet, les méthodes à bas, les méthodes et tout ça, on voit que c'est un coût qui est pas possible, et quand bien même, quand on habite à Montreuil-sur-Mer, à Waibocan, c'est le désert complet, il y a rien, donc ça sert à rien, il y a rien. On retombe effectivement sur cette idée d'inégalité aussi face à cette vulnérabilité. Il y a quelque chose que vous avez évoqué qui est alors souvent effectivement la vulnérabilité, on sait que ça isole, et en même temps parfois ça peut aussi être comme un terrain commun dans lequel on arrive à recréer du lien avec d'autres, alors parents concernés ou parents extérieurs au handicap. Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez vécues, expérimentées, et comment, de quelle façon ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui peut venir permettre d'apprivoiser aussi cette vulnérabilité et de mieux vivre avec? Alors moi, je l'ai observé plein de fois dans les groupes de parents que j'anime. C'est déjà ce moment où on rencontre d'autres gens qui nous ressemblent un petit peu, qui vivent des choses assez similaires, auxquelles on n'est pas dans l'obligation de raconter, parce qu'en fait ils comprennent. Donc ce moment où on retrouve un peu du même dans les autres, ça aide beaucoup. Ça permet déjà de trouver un certain soutien. Ça permet chez les parents d'enfants d'être aidé pour développer sa propre identité de parent d'enfant en situation de handicap, quoi. Ah oui, cette dame-là, quand elle parle, ça me parle moi aussi, je crois que je lui ressemble un peu. Lui, par contre, un peu moins. Et voilà, et petit à petit, de réussir à savoir, moi, je suis qui en tant que maman d'enfant en situation de handicap? Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon enfant? Comment je vois les choses? Donc, de proposer des espaces où cette vulnérabilité, elle peut être partagée, oui, c'est extrêmement aidant. Et ça permet aussi de reconnaître les compétences des uns, des autres. Enfin, on parle de vulnérabilité, mais aussi d'expertise beaucoup. Ouais. Jérôme me permet de reconsidérer que, effectivement, dans notre vie de parents, on se dit qu'on va avoir une vie très linéaire. L'enfant va rentrer à l'école, il va passer son bac, son permis de voiture, etc. Et c'est vrai que avec un enfant porteur de handicap, on peut pas penser cette linéarité. C'est un parcours qui est semé d'embûches, et on se dit qu'on va voilà, là c'est une embûche, ça s'appelle un blanc. Mais c'était pour dire, voilà, par exemple, que mon mari, quand il a su pour le diagnostic, il a dit on n'en parle à personne. Alors que moi, je me suis dit non, il faut absolument s'ouvrir, parce que sinon, voilà, on va se retrouver très isolé, parce que c'est une grande différence. Et je me suis rendu compte que en tant qu'aidante, il fallait, j'aime bien le lapsus, il faut absolument qu'on tende la main vers la société, parce que la société allait pas le faire. Moi, j'ai vécu à l'étranger, j'ai vraiment grandi au Brésil, et là-bas, tout est fait, par exemple, pour l'enfant. Vous avez des lavabos, par exemple, qui sont à hauteur d'enfant. Vous voyez, on pense la vie dans la ville pour l'enfant. Et quand je suis rentrée en France, je voyais bien que le handicap, la différence, les couleurs de peau différentes, ça fait peur. C'est vrai que le handicap fait peur, etc. Et comme je suis plutôt à l'aise,
j'ai fait de cette vulnérabilité de mon enfant, parce que vraiment le handicap, c'est être fondamentalement vulnérable, eh bien, je l'ai mis en lumière. C'est-à-dire que quand je descends de la place de ma voiture, de la place handicapée, on se dit, c'est quoi la bonne femme, elle est super bien coiffée, avec ses petits bijoux tout bleus. Ils peuvent pas imaginer que c'est un bébé de 3 mois qui a mis 6 heures pour prendre son biberon. Donc, je me prends des tomates, des insultes, on me raille la voiture, enfin, c'est infernal. Et moi, je vais très tranquillement vers eux. Donc, heureusement, j'ai reçu une éducation religieuse. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Ça m'a beaucoup aidé. Et je leur explique. Et en fait, ça atténue les choses. Et j'ai fait ça avec la boulangère, le conducteur de bus. Voilà, ce sont tous mes amis. Et le fait de délivrer notre vulnérabilité, eh bien, on vit ça dans la joie. Et alors, on se découvre des contacts, des relations, des moments de grâce. Mais ça demande d'être aguerri quand même, parce qu'il faut assumer. Et c'est vrai que quand on m'a dit à la Salpêtrière, vers 7 ans, que mon fils était déficient, j'ai mis du temps. Aujourd'hui, parce que je suis psychologue, parce que je suis mère aidante d'un enfant porteur de handicap depuis 16 ans, c'est banal pour moi de dire il est déficient, etc. Je dis très tranquillement à ma fille, tu sais mon amour, ici dans notre appartement on marche au plafond. Il faut que tu comprennes ça, parce qu'on a la cuisine qui est fermée à clé parce que mon enfant n'a pas de sensation de satiété. Donc on a une serrure électronique. Donc comme les toilettes sont dans la cuisine, quelquefois on n'arrive pas à ouvrir le truc. Et voilà, on vit des situations qui sont dantesques, mais on l'accepte. Et quand les gens viennent nous voir, enfin quand ça arrive de temps en temps, parce que c'est assez rare, mon mari ne veut pas qu'on nous voit vivre, et il nous regarde éberlués, alors que pour nous c'est normal. Alors là, évidemment, tout ce que tu dis me parle beaucoup. Ça correspond à une partie de mes recherches. Je pense que ce dont tu parles, ça parle à la fois de la stigmatisation vis-à-vis du handicap qui existe et qui est réel. Alors ça, c'est peut-être moins intuitif, mais très tôt, en fait. Les enfants, très tôt, on pourrait penser que les enfants sont des êtres pleins de grâce et de... Mais en fait, très tôt, les enfants peuvent avoir des comportements discriminatoires vis-à-vis des personnes différentes d'eux. Parce qu'en fait, très tôt, ils absorbent en fait ce que la société voilà, donc leur tu dis renvoie. que c'est un regard sociétal. Moi, je pense que c'est un regard sociétal. Pour moi, l'homme est intrinsèquement bon. Non, j'ai jamais vu d'enfant stigmatiser mon fils. Oui, il y en a qui... Déjà, vers 3-4 ans, les enfants commencent à capter qu'il y a des gens différents d'eux et que certaines différences peuvent être associées à quelque chose de moins bien. Je schématise. D'accord. De moins bien qu'eux. Ouais. Donc, je crois que ce qui est important pour répondre aussi à ta question, c'est qu'il faut développer des interventions très tôt auprès des enfants pour leur expliquer la différence, pour qu'ils prennent conscience qu'on est tous le différent de quelqu'un, parce que là on parle de handicap, mais ça peut être une différence de couleur de peau, de milieu socio-économique, de taille, de poids, on est tous le vulnérable et le différent de quelqu'un. Et quand on s'en rend compte, eh bien, on voit les choses un petit peu différemment. Et dans une étude que j'ai menée il y a quelques temps, on a fait des interventions dans les écoles pour expliquer ça, et on voit vraiment des effets sur la manière dont les enfants vont percevoir derrière des enfants en situation de handicap et dans la manière dont ils vont agir avec eux. Donc c'est hyper important. Et je crois que faire prendre conscience à des jeunes enfants qu'on a tous une vulnérabilité, ça peut relier, parce que derrière, on est plus conscient des besoins de l'autre, de ses propres besoins, et on va plus facilement pouvoir interagir. Alors c'est pas magique, mais je crois qu'on parle beaucoup aujourd'hui de développer des compétences psychosociales chez les enfants et de ne pas développer que les compétences en mathématiques et en français. Les soft skills, même dans les entreprises. En fait, je crois que quand même, c'est une des clés, si on veut faire des adultes moins stigmatisants. Oui, dans une université en Suisse, j'ai entendu parler que les leaders de demain, ce seront ceux qui sauront valoriser les compétences émotionnelles de leurs managers, de leurs salariés. Que vraiment savoir mobiliser, ça c'est intéressant. Être capable de vraiment de reconnaître et de dire
tes émotions, ta vulnérabilité, c'est une compétence. Et c'est une compétence qui, en plus, si on regarde les études, est très associée à la réussite, en fait, de manière générale. Donc, c'est pas... Voilà, vraiment, c'est un vrai enjeu, quoi, de reconnaître cette vulnérabilité, d'être capable de la communiquer aussi aux autres. Alors justement, quand on parle de vulnérabilité, de la façon de la reconnaître, de la réhabiliter, ça ne veut pas dire s'enfermer dedans, parce que souvent, la vulnérabilité, elle n'est pas monolithique, elle est faite de aussi. Enfin, ce parcours-là, il est fait bien sûr de moments de très très grande fragilité, mais aussi de dépassement, de révélation de forces insoupçonnées. Il y a vraiment cette imbrication très étroite et qu'on a parfois du mal à démêler entre force, vulnérabilité. Dans vos parcours, est-ce que d'abord, c'est quelque chose qui s'est révélé aussi chez vous? Qu'est-ce qui fait que, est-ce qu'il y a des choses qui vont plus favoriser justement les moments de force, ou en tout cas les moments où on arrive à se dépasser, ou au contraire les moments où on sent qu'on sombre? Jérôme, tu veux répondre? Oui, c'était juste pour rebondir sur ce que vous disiez, mais je rebondirai là-dessus. C'est qu'en plus, parfois, le handicap, il n'est pas visible. C'est-à-dire que pour moi, Florian, il n'est pas dans un fauteuil. Physiquement, il ne présente pas qu'il est autiste. Donc, quand on se gare sur une place handicapée ou qu'on se promène dans la rue, et d'un seul coup que ça part dans tous les sens, là, que ce soit des adultes ou des jeunes, là, ça va fuser dans tous les sens. Et quand vous avez votre fils de 18, 20 ans qui se balade avec une étiquette prout, etc., alors lui, ça le rassure, ça lui fait du bien, mais Donc, ça aussi, il faut être armé, faire preuve d'intelligence, parce que sur le marché, etc., au cinéma, quand il va faire des cris et qu'on doit quitter la salle. Oui. Voilà. Alors, Céline avait une technique particulière que tu m'avais partagée justement. C'est pour revenir un tout petit peu en arrière. Du coup, c'était juste un aparté. Sur le fait que vraiment tu allais aujourd'hui, parce que tu es en mesure de le faire aujourd'hui, parce que lié à ma saison et que tu as fait tout ce travail. Oui. Mais aujourd'hui, tu vas voir les gens avant même que le problème se pose pour leur dire, voilà, William. Je prépare le terrain. C'est vrai que Mais avec Florian, moi, c'est pas possible parce qu'il peut pas comprendre que, en fait, il comprend des choses et il comprend pas tout. Donc, à la fois, en fait, c'est ce qu'on dit, il n'y a pas de schéma précis qui peut marcher ou qui peut pas marcher. En plus, toutes les situations sont toujours différentes et ça pourrait même occasionner une. Donc oui, les forces, c'est le couple, parce qu'on connaît ça vacille, etc. Parce que je vais revenir quelques années en arrière, parce que c'est pas l'idylle parfaite. Quand on rentre, tout est cassé, on dort pas la nuit, il y a la fatigabilité, les salaires, les congés qui partent que pour garder ses enfants, il reste plus grand chose au bout du compte. Et effectivement, la force quand on l'a, c'est la force. Moi, je me suis mis dans la course à pied et dans des défis un peu fous parce que il faut pouvoir se lâcher. Et je pense que tous ici, quand on est on fait des trucs qu'on n'aurait jamais imaginé faire en fait. Et quand c'est fait, ça fait du bien, mais il faut repartir sur quelque chose d'autre, sinon ça va pas, quoi, en fait. Il faut des choses plus grandes que le handicap, en fait, je pense. Plus fort que notre vulnérabilité. Et je pense que ce que tu disais tout à l'heure, il y en a peut-être qui peuvent pas, et ça, qui veulent pas ouvrir. Oui, et puis c'est pas je pense que c'est pas linéaire, encore une fois. Déjà, les parents sont tous différents, et puis le parcours, va y avoir des périodes où ça sera plus ou moins possible, plus ou moins utile aussi d'être là-dedans. Et puis, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas forcément, ça présage pas forcément ce qui va se passer demain. Donc c'est un processus aussi, le fait d'apprivoiser cette vulnérabilité qui peut être long et qui n'est je tendance à dire, tu parlais de travail de deuil tout à l'heure, cette idée qu'on passe par des étapes on peut avancer, reculer, revenir, et se dire que justement c'est ce mouvement-là qui prouve qu'on avance, en fait. C'est quand ça bouge plus qu'on est. Le père et la mère, c'est différent. Le quoi ? Le papa et la maman, c'est complètement différent. En fait, moi, on me disait toujours, faut que vous acceptiez que votre enfant sera jamais comme les autres. Et tout ça. Moi, aujourd'hui encore, je dis, j'accepterai jamais. Et je vis avec, en fait. Voilà, c'est ma définition à moi. Elle m'appartient et on ne fera jamais accepter
parce que je sais pas pourquoi ça m'est arrivé, et que c'est la vie, mais je vis avec, en fait. Voilà. Et j'accepterai jamais. Par rapport à ta question, c'est vrai que ce que je comprends de la vulnérabilité, c'est qu'on est pris dans une société de l'efficacité, de la puissance, de l'exécution. Il faut que ce soit réalisé, qu'on aboutisse. On est toujours dans l'idée de accomplir l'objectif, n'est-ce pas, monsieur le militaire? Et donc, ce que m'a appris les danses, parce que je suis allée 2 fois au burn-out, il fallait vraiment que j'y aille 2 fois, et je me suis dit, il ne faut pas que j'y aille la 3e, parce que là, je vais mourir. Là, je me suis rendu compte que j'étais en danger physique. Et donc, je me suis dit, parce que voilà, j'ai écrit un manuscrit, et comme je disais, je trouvais que ça résonnait avec des situations de guerre, enfin en tout cas des situations extrêmes, parce qu'on allait toujours traiter de la vie et la mort. Il fallait que je me constitue comme un soldat, que je sois, tu l'as employé le mot tout à l'heure, il faut être armé. J'entends les aidantes qui disent j'étais opérationnelle. Voilà, ce sont des termes très techniques, comme j'ai dit tout à l'heure, posturer l'enfant, c'est pas le poser dans son lit, etc. Donc à partir du moment où j'ai fait ce burn-out, mais vraiment, c'est-à-dire je n'arrivais plus à bouger, je n'arrivais plus à penser, j'avais des céphalées de tension, ça ne passait pas avec le Doliprane. Là, j'ai découvert l'ibuprofène à la caféine. Ça marche. Mais vous voyez, c'est que le corps, et ça je voudrais le redire aussi, quand on est en état de vulnérabilité, quand la personne est vraiment dans une situation de creux, c'est par le corps qu'on revient au lien, qu'on revient dans la réalité, c'est par le corps. Vous savez, quand on masse quelqu'un, quand on va chez le coiffeur, on se met beaucoup à parler. Ils sont finalement très psychologues, tous ceux qui s'occupent du corps, finalement. Et donc, à partir du moment où j'ai eu ce burn-out, je me suis dit comment je m'en sors. Et puis, j'avais pas assez d'argent et j'avais pas de temps pour m'occuper de moi. Il fallait continuer à faire à manger, il fallait continuer à... Et donc, c'est vrai, pendant des mois et des mois, j'ai fait juste des courgettes à la vapeur, parce que c'était les coquillettes faciles qu'on fait à un enfant quand on est crevé le soir, c'est les coquillettes, le jambon et au lit, quoi. Et je me suis mis, ça m'a transformée. Ça a été un déclic qui m'a obligée à me transformer. Et c'est vrai que j'ai écouté. Mon mari, lui, il dit non, notre fils sera Usain Bolt. Je dis rien. On est complémentaires. S'il veut, un jour, je suis rentrée dans la chambre et mon fils avait 2 mois, il pouvait pas bouger. Donc, pendant 6 heures, si je l'avais laissé sur le mur rouge, il aurait vu le mur rouge. Donc, de temps en temps, je venais, je dis, t'as vu, il y a du blanc, il y a des lumières, quoi. Donc, il avait pris ses toutes petites mains avec son index, parce que lui, il fait du triathlon, il fait de l'avion, c'est un pilote de ligne. Enfin, il est très, très puissant, quoi. Et donc, il avait pris les mains de notre fils, il les avait accrochées à son index, il le soulevait doucement pour que il fasse travailler la colonne vertébrale. Et on a fait ça pendant des mois pour arriver à ce que l'enfant se tienne droit, donc la trachée droite, donc manger. Donc il fallait partir du tout petit. Et ça me fait penser que, voilà, j'ai convoqué les témoignages des danseurs classiques, des militaires, des philosophes. J'ai lu Alexandre Jolian, je ne sais pas si vous connaissez ce philosophe qui est né polyhandicapé assez sévère, et c'est lui, par l'art de la simplicité ou l'art de la fragilité, qui m'a fait comprendre que je poussais William dans le système classique, parce que je me disais, avec mon humour, avec la tchatch, avec voilà, le fait de détendre l'atmosphère et de détendre la société, on va y arriver, c'est pas grave. Moi, je ne demande pas qu'il devienne ministre, c'est une belle dénégation, mais je voulais qu'il soit emporté dans la vie. C'est pas grave s'il marche pas. Moi, j'aime la différence. Je m'emmerde avec les gens normaux. J'ai besoin d'aller au cœur de l'émotion. J'aime les conversations profondes. Donc, à un moment donné, j'ai dit OK. Là, on me dit, il n'a pas le code couleur, il n'a pas le code chiffre, il peut pas rentrer au CP. Puis j'avais analysé qu'il serait peut-être très déprimé avec son profil psychologique à l'école classique, en Ulysse. Donc j'ai dit OK, on va aller en IME, Institut médico-éducatif. Mais je me suis dit, j'avais les paroles d'une directrice de crèche qui avait accepté William en système classique et qui m'avait dit, vous verrez, c'est très difficile de sortir de l'IME. Donc j'avais peur de ça. Je me disais, mais je vais vers l'inconnu. Et en fait, là-bas, voilà,
j'ai vu qu'il y avait vraiment une relation très bienveillante par rapport à l'enfant et qu'on accueillait son tempo. Mais c'est vrai qu'il a fallu que j'accepte. Et après, au bout d'un moment, j'en ai fait presque une valeur première et belle en disant « adaptons-nous ». Alors, on voit effectivement qu'il faut s'adapter et que ça fait partie, en tout cas, des choses qui permettent d'apprivoiser la vulnérabilité sans oublier ses besoins vraiment de parents propres. On arrive presque au terme de cette table ronde, puisque l'idée, c'est aussi de pouvoir vous laisser réagir. Peut-être si il y avait un message pour conclure chacun de vous, ou en tout cas si certains d'entre vous ont envie que les gens ici qui ont assisté à cette discussion repartent chez eux avec un message, une petite pépite, quelque chose à garder de cette discussion. Est-ce que... Et après on passera aux questions, voilà. C'est dur, hein. Il y en a plein. Je pense pour revenir vraiment au thème, je crois que se dire que reconnaître sa vulnérabilité, c'est un peu la première étape pour pouvoir aussi apprivoiser ses besoins et les faire valoir. Et c'est se dire que c'est aussi important de faire attention à ses propres besoins que ceux de son enfant et que ça devrait aussi être davantage pris en compte dans le parcours. Mais voilà, c'est une première étape et c'est beaucoup associé à la faiblesse, la vulnérabilité, mais je crois que encore une fois, c'est une compétence en fait, c'est une vraie force. La vulnérabilité, quand on est aidant, de toute façon, c'est une vie de up and down et il y a des moments, quand c'est dans le haut, il faut le prendre et la saisir, et quand ça sera le down, serrer le passage difficile, quoi, comme dans... Après, c'est tout à chacun, hein, des moments difficiles dans la vie, hein, et voilà, faut saisir les bonnes opportunités. Et c'est ça qui nous fait avancer. Oui, la vulnérabilité, je vais reparler de la psychologie des aidants qui se sentent souvent très coupables, ou aussi un parent qui dit « je n'ai pas fait suffisamment, je n'ai pas fait suffisamment pour mon enfant, j'aurais voulu plus, j'aurais voulu... » Surtout que nous, on est parents d'enfants de handicap et chaque nuit, on s'endort et on se dit qu'est-ce qui va se passer quand on sera plus là, quoi. Et en fait, je me rends compte que la vulnérabilité, c'est une porte d'entrée vers une société très humaine. Ça convoque notre humanité. Moi, souvent, quand je parle de ce monde de l'aidance et d'être aidant, on parle de quoi? On parle de la fragilité. Et qu'est-ce qu'on en fait tous? Qu'est-ce qu'on en fait de la fragilité de l'autre, de la nôtre? Et ces vecteurs véritablement d'humanité, de création, de solidarité de loin, quand on ose la vulnérabilité, c'est vraiment magique. Merci. Je pense qu'on s'est effectivement bien tous reconnectés à notre part d'humanité avec vous. On va passer peut-être à des réactions ou des questions. Bonjour à tous. Donc Martine Leblanc, je suis directrice de la maison du département Solidarité sur le territoire du Montreuilois et du Ternois. Et nous avons en charge en fait toutes les déclinaisons des politiques sociales du département. On s'est senti, je pense, c'est pour ça que je donnerai après la parole, je pense à Mme Jeanne Raziac qui est au plus près avec les équipes et les professionnels. On se connaît quand même depuis un moment et le répit, enfin voilà, ça c'est des choses qui sont complètement intégrées, je pense, aujourd'hui. Mais j'ai entendu aussi la confrontation avec les professionnels et évidemment ça résonne parce que s'il y a une façon de pas bien travailler ensemble, c'est effectivement de se dire on est dans la confrontation. Et avant de donner la parole, je dirais la vulnérabilité, elle est aussi à notre niveau. J'ai pas envie et de se dire que on est dans un environnement effectivement où on doit faire face à beaucoup de situations compliquées, où il y a une pression aussi très très forte sur les professionnels, et en même temps on est là. Enfin voilà, j'ai envie de dire qu'on est là avec les ressources qui sont les nôtres
qui sont pas toujours celles que vous attendez. Mais en tout ça, ils sont beaucoup plus larges que ce que souvent on en perçoit. Parce qu'on est sur des champs très de la parentalité, du logement, de l'insertion, que le département a aussi des politiques d'aménagement du territoire, du sport, de la culture, et que je peux vous dire que sur tous ces sujets, la question du handicap, elle est intégrée. Alors sûrement pas suffisamment, mais en tout cas, c'est un vrai engagement du département, au-delà du quotidien, mais qui est porté par les travailleurs sociaux. Oui, moi je suis chef du service social départemental donc sur Berck. Alors c'est vrai que je suis très touchée et j'apprends beaucoup ce matin. Notre souhait en tant que service social du département, c'est d'être vraiment à l'écoute, dans l'accueil des familles. Notre travail autour de la parentalité de manière globale, c'est notre quotidien. Mais voilà, avec la spécificité du handicap, notre regard, il doit être peut-être plus attentif, plus à l'écoute encore, et aussi plus preneur de tout ce qui se passe sur le territoire. Notre besoin, c'est de travailler tous ensemble. Nous, on peut rien faire tout seul. On est le médecin généraliste du service social, on est une porte d'entrée, on est parfois dans des situations spécifiques les premiers qui écoutent et on a besoin de connaître toutes les ressources de notre territoire pour mieux accompagner les besoins spécifiques. Alors j'entends ce combat face aux professionnels, c'est vrai que ça me peine beaucoup parce que c'est vraiment... notre objectif est tout l'inverse, mais je comprends ce besoin de se sentir en équilibre avec l'autre et d'être autant en connaissance que l'autre. Alors nous, on n'est pas du tout les sachants. On apprend beaucoup des personnes avec qui on travaille, qu'on accompagne, et j'entends surtout le besoin d'apporter du répit et que notre accompagnement doit permettre ça. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de proposer aux équipes et de réfléchir là-dessus, qu'on n'ait pas un rendez-vous supplémentaire pour les parents, mais qu'on ait bien un temps de pause pour s'accorder le temps de la réflexion. Et parce qu'on est tout le temps dans le faire quand on est parent aidant. Voilà. Je pense que ça dépend aussi beaucoup des territoires. Moi, je sais que quand on a eu Andrea, on était à Paris, on était à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Je crois que notre dossier MDPH s'est perdu 3 fois. On n'a jamais réussi à avoir un seul interlocuteur. On est arrivé ici le 31 juillet. Au mois d'août, j'avais Hélène Warrequet qui venait me rencontrer. Non seulement j'avais une humaine au téléphone, mais en plus, elle me proposait un rendez-vous dans son bureau. Je disais, mais en fait, on peut se voir. Elle me dit, ouais, on peut se voir. Donc en fait, il y a des... moi, je pense que nos parcours sont jalonnés c'est comme la vie, hein, de belles et de mauvaises rencontres. Mais par contre, dès qu'il y a une belle rencontre, je pense que dans le monde du handicap, c'est exponentiel parce que c'est pas la majorité. Et donc du coup, c'est vrai que et il y a autre chose que je voulais dire, c'est qu'il y a une étude européenne qui a été faite en mettant un groupe de parents d'enfants en situation de handicap et un groupe de professionnels et de poser les mêmes questions à chaque groupe qui était séparé. Et en fait, les questions les réponses étaient les mêmes aux mêmes questions, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de travailler ensemble? La peur d'être jugé, la peur d'être jugé incompétent. Les professionnels et les parents répondaient la même chose en fait. Et c'est vrai que c'est très difficile parce qu'en tant que professionnel, on vous apprend pas à mettre en avant votre vulnérabilité. Et je suis allée à une table ronde une fois et il y a un médecin qui expliquait qu'on lui avait appris à un moment donné que quand il annonçait un diagnostic, valait mieux mettre la main sur la porte parce que du coup, ça désacralisait le moment. Et donc, du coup, potentiellement, il pouvait y avoir une porte de sortie, il pouvait se protéger ainsi, parce que c'est dur aussi pour les professionnels d'annoncer un diagnostic, on n'est pas forcément armé pour le faire, on n'a pas forcément toujours les bons mots, et donc on lui proposait peut-être de mettre la main sur la porte pour désacraliser le moment, et donc ce médecin qui prenait la parole à un colloque des parents aidants, il disait, évidemment, j'ai cheminé et j'étais pas pour le truc, mais n'empêche, il y a des professionnels qui peuvent vous enseigner ça, donc je pense que si on a un champ
changements au niveau de la société, où il y a où il y a un peu aussi la médecine à l'ancienne, l'hôpital à l'ancienne, et ce qu'on enseigne aussi dans les chaires, et ben ça doit être. Enfin, on est à cette transition, mais c'est sûr que nous aussi, ça prend du temps d'apprendre à entendre et écouter. Et je les vois. Nous, on accueille des familles en séjour avant qu'elles acceptent de prendre du relayage. Donc de faire confiance pour confier leur enfant à un proche. Elles vont peut-être venir 1, 2 ou 3 séjours pour voir, pour rencontrer, parce que la confiance, ça prend du temps. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Céline également. J'ai plus beaucoup de voix, désolée. Je suis la maman d'une petite fille en situation de handicap. Donc votre récit Enfin, je me retrouve beaucoup dans votre récit. Et en fait, je voulais juste dire, je rebondis sur, je pense que c'est vous, madame, qui l'avez dit, sur le fait que on se reconnaît pas vulnérable, en fait. Enfin, c'est compliqué pour les parents de déjà se reconnaître aidant, c'est hyper compliqué, parce qu'on est des mamans, hein, donc aidant, ça ne parle pas trop. Donc déjà, nous aider à voir qu'on est aidant, et alors nous aider à voir qu'on est vulnérable, c'est encore un niveau supplémentaire. Et donc je rejoins le fait que il y a beaucoup aussi l'entourage, on n'est pas tout seul à devoir se sentir vulnérable en fait, parce que c'est compliqué de le ressentir. Et je rejoins madame sur le fait que le corps, il nous dit qu'on est vulnérable. À un moment, il nous dit stop et on est couché, on se relève plus. Et là, c'était ma première vulnérabilité à ce moment-là. Et la deuxième, moi, j'ai eu la chance de croiser une professionnelle de santé exceptionnelle qui était ma psychiatre. Donc, qui connaissait aussi le domaine du handicap ou de l'aidance. Alors, pas à titre personnel, hein, on lui a appris. Donc, ça, c'était cool, elle était formée pour ça. Et en fait, moi, je me sentais hyper bien au mois de mai, là, cette année. Hein. Génial, tout allait bien dans ma vie. En fait, elle m'a dit « Stop, madame, je vous arrête. Vous êtes en train de vous mettre en danger de mort. » Et là, j'ai pas compris en fait ce qui m'arrivait. Et elle a décelé que j'étais en situation de vulnérabilité extrême. Et mon mari l'avait vu, mes enfants l'avaient vu, mais en fait, je ne l'entendais pas. Et il a fallu que cette personne professionnelle m'arrête et me dise « Stop, vous allez mourir », pour que moi, je me dise « Ah ouais, en fait, ouais, je vais pas si bien que ça ». Mais en fait, je m'en rendais même pas compte que j'étais vulnérable à ce moment-là. Et je trouve que le débat d'aujourd'hui nous permet aussi de se dire que on se crée tellement de carapace et de la force et de la pugnacité, etc., qu'en fait, on se sent plutôt fort dans la situation, en fait. Moi, j'étais contente de ce que je faisais. Voilà, j'avais une vie totalement, je travaille. Enfin, voilà, j'avais l'impression d'aller très bien dans ma tête. Et ben, heureusement qu'elle m'a arrêtée, en fait. Voilà. Donc, effectivement, la vulnérabilité, je pense qu'il faut s'entourer, enfin, être bien entouré, c'est ce que tu disais, Elodie, c'est rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Alors, je croise les dents pour tous les gens qui, soit dans ma situation, croisent des bonnes personnes. Et je parlais aussi de prévention, et voilà, je pense que vous avez raison, c'est une des clés hein, avec l'école maternelle. Je voulais juste ouvrir aussi sur les faits qu'on parle d'ici de parentalité pour les parents d'enfants avec ou sans handicap, et je pense que ce que tu viens de dire peut aussi s'appliquer à des parents d'enfants qui n'ont pas de handicap particulier. On se retrouve très démunis et voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose à remettre au centre, parce que c'est aussi quelque chose qui peut nous permettre à un moment donné de mieux nous comprendre. Une autre question ? Bonjour, Joséphine Boutin. Je voulais juste faire un retour. Alors, par rapport aux instances du département, j'ai travaillé pour le département. J'ai travaillé dans le social pour le département, donc je sais que le département œuvre pour tout ça. Par contre, le service de la MDPH peut être des fois très difficile pour les parents. Alors, ma situation personnelle, j'ai mon fils aîné qui a 18 ans, qui est dyslexique dysorthographique. Donc, à l'époque, il a pu bénéficier de l'AEH pour avoir des séances d'ergothérapie. Donc ça, c'était il y a une dizaine d'années. Donc là, je me retrouve dans la même situation 10 ans après, pour ma fille qui est également dyslexique dysorthographique, qui a une maladie chronique. Je fais la demande d'AEH suite à un bilan chez l'ergothérapeute, et là, je reçois un premier refus. Enfin, c'était monté par la psychologue scolaire,
qui me dit oui, faites le dossier, il n'y a pas de raison, vous y aurez le droit, aucun souci. C'était en prévision de son entrée en 6e. Donc elle est dyslexique dysorthographique avec un nom d'avance. Donc on fait ça. J'ai un refus. Donc là elle me dit non mais c'est pas normal, refaites un dossier, vous faites un courrier, vous allez voir le médecin qui la suit pour sa maladie chronique, en disant que c'est compliqué, elle y aura le droit, renvoyez tout ça. Bon, on renvoie, on n'a pas de nouvelles, on attend, et on reçoit encore un refus. Avec pour explication, le handicap est inférieur à 50%. Je ne sais pas comment ils calculent ça. Voilà. Oui. Donc, on attend l'entrée en 6e. Oui. Et là, l'entrée en 6e, on demande au collège si, sans notification, ils accepteraient le MPA, matériel adapté. Donc là, ils nous disent, le professeur principal me dit, moi, individuel, personnellement, j'accepte. Je vois avec l'équipe pédagogique. L'équipe pédagogique accepte, donc on va lui fournir un ordinateur et des séances d'ergothérapie, parce qu'elle en a besoin. C'est pas pour le plaisir. Mais la MDPH nous dit non. Pourquoi ? Ce que vous soulevez, et on en a parlé en préparant la table ronde, c'est vrai que quand on est parent, ou quand on est parent aidant, on va rencontrer des équipes pluridisciplinaires. Et c'est vrai que on a un même discours pour expliciter les difficultés de notre enfant. Or, quand on s'adresse à un avocat, une assistante sociale, à un médecin, à une infirmière, etc., en fait, le discours rentre dans des sortes de protocoles. Et c'est pour ça que j'invite à ce que les aidants soient formés. C'est très compliqué, mais c'est vrai qu'il faut qu'on se retrouve aguerri, comme tu disais, il faut préparer nos rendez-vous au bout d'un moment. Moi aussi, au début, quand j'étais jeune aidante, je me prenais des coups dans la figure parce que j'avais des refus, c'était pas expliqué, ou on m'expédiait, on fermait la porte très violemment. Et à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait que j'identifie la façon de dire quoi à qui. Alors, quand vous vous posez la question du 50%, 80%, en fait, c'est un remplissage d'une évaluation de l'aide humaine que vous apportez à votre proche fragilisé. Donc, effectivement, en fonction de l'âge, de la pathologie et de l'aide humaine que vous apportez. Et en fonction, plus vous apportez de l'aide, et plus le quota augmente. Une fois que vous avez compris ça, c'est ce qu'on avait dit avec Stéphanie, j'avais des copines, nous on est dans des cas de maladies rares où vraiment c'est des cas extrêmes, et c'est vrai qu'on pourrait faire des pavés pour dire notre souffrance à sortir, langer nos enfants, les emmener à l'école, les emmener au sport, etc. Donc on dit c'est très dur de porter le maxi-cosy au 2e étage et de remettre le respirateur 4 fois la nuit, etc. Non, il faut dire le maxi-cosy il pèse 5 kilos, l'enfant il en pèse 4, et je remets 4 fois le respirateur en route entre 2h du matin et 5h. Il faut être extrêmement factuel et non affectif. Et ça, encore une fois, c'est se montrer non vulnérable. Mais à partir du moment où on comprend, eh bien, on va avoir un discours qui va être différent et qui va être plus efficient. Mais ça, c'est vrai que il faut pouvoir le comprendre. Donc les médecins, les infirmiers, ils ont une écoute dichotomique de la personne. On va s'occuper de l'œil, du foie, etc. Donc ils sont très précis, donc il faut le savoir. Voilà. Par contre, à un moment donné, comme disait Élodie, on va rencontrer des alliés et on va rencontrer, entre guillemets, des toxiques. Donc ceux-là, tac, vous avez le droit de les éliminer. Et de dire, écoutez, là, je ne suis pas d'accord avec vous, vous avez le droit de le dire. Comme on dit, le non, là on parle beaucoup du consentement, le non c'est une phrase entière. Non, je ne suis pas d'accord, ou non, je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez me donner un verre d'eau ? Et on reprend. Et juste un petit point par rapport à ce que vous disiez, madame, quand c'est vrai que vous vous sentez en tant que professionnel, en tant que vulnérable, ça me fait penser à nos entretiens en tant que psychologue. On travaille pendant le premier temps, c'est l'alliance thérapeutique, l'alliance. Et ça passe, alors effectivement par le corps et l'informel. C'est juste, vous voulez un café ? Et on parle du beau temps, on parle de tout et de rien. C'est juste en rentrant en connexion d'abord. Et ça me fait penser à mon professeur de psychiatrie qui me disait il faut du temps pour se lier, et il faut du temps pour se délier. Alors,
petite précision, vous parliez des taux, je suis allé très rapidement. Malheureusement, effectivement, j'ai eu cette notion-là aussi qui nous est arrivée de front avec mon épouse. Donc on a été confrontés, voilà, c'est 80%. Et une fois que votre fils est à 80%, il ne pourra plus jamais revenir en arrière. Et ça, je peux vous garantir que c'est bien violent aussi. Dans la vulnérabilité. Ouais. Et ça ouvre des portes. Je voulais juste aussi compléter, je sais qu'il y a des Oui. personnes ici qui sont concernées sur les parents d'enfants qui ont des handicaps invisibles, qui ont des troubles 10. Et en fait, nous, je sais qu'à la maison des parents aidants, on essaye... Il y a vraiment une autocensure de ces parents à venir vers nous parce que on est Alors, c'est la réalité, hein, on accompagne... plus de 80% des enfants qu'on accueille ont un taux d'incapacité de plus de 80%. Mais en tout cas, moi, quand je rencontre des parents d'enfants 10 ou multi-10, c'est une souffrance immense parce qu'ils ne disent pas leur souffrance, ils disent « non, mais moi, ça va ». Non, mais moi, ça va, j'ai de la chance. Non, mais moi, par rapport à vous, ça va. Mais en fait, je pense qu'il n'y a pas de hiérarchie de la souffrance. Et quand c'est moi qui le dis, je pense que j'ai un peu de légitimité pour le coup. Mais en tout cas, j'invite les parents qui ont des enfants qui ont des troubles 10 ou multi-10 à passer la porte. Parce que, en tout cas, je trouve que la vulnérabilité, c'est aussi ça, c'est de se retrouver autour d'une table et de dire... bah moi c'est dur et d'avoir quelqu'un qui vous écoute, qui l'entende et qui puisse aussi vous donner d'autres clés. Je pense que c'est essentiel parce que de rester seul en essayant de faire entrer un rond dans un carré en ne parlant à personne parce que moi ça va, et ben en fait c'est là où est le vrai danger. Et d'autres parents qui n'osent pas sortir parce que bah moi ça va, mon fils il est autiste léger, bah toi il est autiste sévère. Non mais franchement arrêtons ça tout de suite parce que enfin, sinon, restons tous chez nous. Moi, je pense que dès qu'il y a une difficulté, il faut savoir se faire aider de manière temporaire ou permanente. Et je ne suis pas toujours la meilleure personne parce que je ne sais pas du tout demander de l'aide pour le coup. Je vais plutôt en proposer. Mais en tout cas, quand ça vacille, on tombe de très haut. Et je rejoins Céline là-dessus. Et finalement, quand on tombe de très haut, bah, c'est pas seulement psychologiquement, ça peut aussi être physiquement. Et le dernier truc, c'est quand même qu'on peut participer à la CDAPH pour aller s'expliquer. Et qu'on peut quand même... Il y a des recours. Et la dernière chose là-dessus, c'est que moi, quand je suis passée de l'autre côté du miroir, où j'ai commencé à travailler avec les professionnels, avec l'association, et on travaille beaucoup avec la MDPH du Pas-de-Calais, notamment avec la directrice adjointe, et j'ai rencontré aussi l'évaluatrice PCH qui sont prêtes à décrocher quand même la lune et les étoiles pour les familles. Et j'aurais dit honnêtement, j'aurais aimé, j'aimerais bien en fait que vous veniez, alors tout le monde est sous l'eau de travail, mais moi aussi j'ai questionné mes représentations et je trouve que ce que j'ai rencontré derrière à la MDPH, en tout cas chez ces personnes avec lesquelles on a travaillé, avec lesquelles on a mis en place une expérimentation pour le Pas-de-Calais, pour qu'il n'y ait pas de dossier PCH de dossier MDPH qui soit redéposé pour financer un séjour de répit et qui aujourd'hui profite à toutes les personnes en situation de handicap du Pas-de-Calais. Je trouve qu'il faut savoir... c'est dur d'aller devant la CDAPH, on n'est pas toujours armé, mais on peut se faire accompagner quand même. Et toujours la même chose, de ne pas rester seul et de ne pas rester seul avec son refus et d'essayer de trouver de l'aide et de la bonne personne pour y aller. Je ne dis pas que c'est nous, mais en tout cas, je dis il y a des professionnels ressources qui sont compétents pour vous accompagner. Il ne faut pas rester seul. C'est impossible. C'est vraiment, moi, s'il y a un message, c'est celui-ci, il ne faut vraiment pas rester seul. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, je voulais juste donner une information. Parce que ça peut aider, on sort des règles. Donc, je reprends la parole, mais tu pouvais la prendre aussi, et puis les filles pouvaient la prendre aussi. Nous, on vient d'une association qu'on a créée pour les aidants, on est bénévoles de proches aidants, en fait, qui s'appelle Autrement sur Amiens. Tiers-lieu Autrement sur Amiens. Et en fait, alors, tu l'as employé le terme de enlever de la représentation. En fait, on a essayé de réfléchir différemment. Et en fait, grâce à la personne qui a créé le tiers-lieu, qui s'appelle Juliette Bernou, et en fait, elle a fait un lieu pour les aidants par les aidants. Donc en fait, c'est nous qui disons ce qu'on a besoin, et en fait, on nous l'amène un peu
Enfin, on le fait amener chez nous en fait. Donc pour vous donner un ordre d'idée, madame, moi j'ai fait comme monsieur, je suis allée à la CDAPH, ça a été très compliqué. J'étais armée à accompagner, mais j'avais la chance qu'on me les proposait. Et en fait aujourd'hui, on a réussi à avoir un partenariat avec la MDPH parce que c'est très difficile, mesdames, et vous le savez peut-être, pour un proche aidant de se rendre dans un établissement comme la CPAM, la MDPH, tout ça, c'est difficile pour nous. C'est souvent des lieux qu'on n'a pas envie trop de fréquenter. Et en fait, aujourd'hui, c'est la MDPH qui vient faire des permanences chez nous et monter les dossiers avec nos proches aidants. Donc, ils viennent 1 à 2 fois par mois chez nous, en fait, des après-midi complètes. Alors, je ne sais pas si ça se fait dans d'autres endroits, mais en tous les cas, nous, on ne connaissait pas. Et en fait, aujourd'hui, la CPAM vient aussi chez nous. Enfin, voilà, les institutions viennent chez nous. On a une assistante sociale qui monte les dossiers aussi avec nous, ou les personnes qui ne sont pas en capacité de les monter. Et on parle de solidarité aussi entre proches aidants. Mais en tous les cas, le fait que les institutions soient chez nous, ben, je vous assure qu'on a eu beaucoup plus de demandes et de personnes qui viennent taper à la porte qu'il y avait au niveau de la MDPH ou même de certains endroits autres, en fait. Et c'est une réelle réussite. Alors, en plus, ça s'est fait naturellement, de manière humaine. Et en fait, ça a été de la formation pour eux, parce que nous, en gros, on les a formés à notre profession d'aidant. Et eux, bah, ils ont compris. Et en fait, ils travaillent aujourd'hui différemment. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on fait autour, mais ça, je ne vais pas vous le dire. Je ne vais pas garder la parole. Alors, rapidement, je rebondis un peu sur tout ça. Moi, j'accompagne beaucoup des parents d'enfants sourds. Alors c'est un peu, finalement, je me retrouve dans ce qui vient être dit, c'est que je trouve aussi qu'il y a des handicaps qui sont visibles et qui sont beaucoup présents sur le territoire ou en France. C'est vrai que l'autisme, ça va être peut-être plus connu que des handicaps qui sont moins connus ou plus rares. Et il y a aussi parfois, alors, enfin c'était à la fois une question mais une remarque, c'est est-ce que les parents d'enfants avec un handicap plus rare ou d'un handicap plus invisible, est-ce qu'en effet ils se retrouvent dans... Enfin, je ne sais pas comment le formuler, mais je sais que par exemple, moi, les parents d'enfants sourds, des fois, ils se retrouvent entre parents d'enfants sourds. Mais quand ils sont isolés sur le territoire, en fait, ils savent pas trop où aller. Et des fois, il y a aussi cette difficulté de se dire, finalement, moi, mon enfant, il est considéré comme handicapé, mais finalement, tous les autres, ils sont en fauteuil roulant ou ils sont autistes. En fait, j'y vais pas parce que je sais pas comment faire. Et voilà, c'est à la fois, c'était un peu une remarque dans ce sens-là, se dire qu'il y a aussi parfois des parents, en fait, dont en effet, tout à l'heure, madame disait, le handicap, en fait, il n'est pas connu, il faut faire des recherches pendant des mois et des mois pour avoir l'information, quoi. Moi, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. En fait, moi, je suis maman d'un enfant autiste, et quand il était petit, je ne voulais pas aller dans les associations parce que je refusais peut-être, et où c'était pas le moment. Aujourd'hui, je suis contente d'aller dans un groupe où on peut parler, échanger, et pas forcément que des parents d'enfants autistes, parce que j'aime bien aussi entendre d'autres handicaps, parce que je me sens moins seule, et je ne me compare pas à d'autres handicaps. Mais ça, c'est super, et ça, c'est ce que je retrouve au Café des parents. Et ça, c'est bien, parce qu'on est entre parents d'enfants handicapés, tout handicap, on peut se parler sans être jugé, et ça fait du bien. Et je voulais aussi parler de la vulnérabilité. C'est vrai que ça aussi, c'est compliqué. Il y en a qui ont une force quand ils sont vulnérables, il y en a qui sont faibles. Il y a des moments dans notre vie où on est fort, où on est moins fort. Il faut être entouré, il faut se faire aider, il faut rencontrer les bonnes personnes. Tout ça, on l'a dit aujourd'hui, c'est vrai que c'était un beau débat, ça fait du bien. On se sent moins seul. Merci. Et je voulais dire aussi que nous, on est à la croisée de l'aidance, de la parentalité et du handicap. Et en fait, on essaye de mixer un peu tout ça. Et la CAF nous pousse beaucoup là-dessus. Oui, aïe. Donc c'est vrai que le truc sur lequel ils nous ont le plus poussé, c'est quand même de faire par exemple des loisirs inclusifs. C'était pas facile d'ailleurs, on a un comité de parents pilotes, donc il y a des parents qui se réunissent une fois par trimestre au sein de l'association pour valider les orientations, pour nous faire des propositions, pour nous contredire, voilà. Et quand on a dit la CAF voudrait qu'on ouvre les rendez-vous des parents extraordinaires et les loisirs des enfants aux enfants qui vont bien et aux parents qui vont bien, ils nous ont regardé en disant mais attendez, il y a rien pour nous, il y a rien pour nos enfants. Pour une fois qu'il y a quelque chose pour nous et nos enfants, il faut l'ouvrir à des parents qui vont bien. En fait, c'est un peu bizarre. Et en fait, ça, c'était il y a 3 ans. Ça a été la première graine qui a été plantée pour la maison des parents aidants. On a énormément travaillé là-dessus.
Et aujourd'hui, c'est une vraie richesse. C'est une vraie richesse de la maison. On a fait, pour la première fois cette année, on fait 3 semaines d'accueil de loisirs, en fait, du lundi au vendredi de 9h30 à 17h. On a fait 2 semaines en août et on fait la dernière semaine de la Toussaint. Et je m'aperçois en fait que c'est pas les enfants les plus difficiles à convaincre. Les enfants sans handicap s'incluent hyper bien avec les enfants avec handicap. La difficulté, c'est peut-être pour leurs parents de pousser la porte, parce qu'à un moment donné, c'est pas simple de se dire comment on va se créer la rencontre en fait. Mais est-ce que mon enfant, il va jouer avec des enfants en situation de handicap? Comment ils peuvent faire, etc. Et en fait, ça se passe hyper bien, c'est beau. Et puis moi, d'ailleurs, mes enfants sont des cobayes parce que je pense qu'ils voient autant d'enfants en situation de handicap que d'enfants sans handicap. Et pour le coup, je trouve que ça ouvre énormément la différence. Donc voilà. C'est aussi une question de vulnérabilité parce que cet été, on était dans une piscine et il disait va entrer une jeune fille qui devait être autiste alors qui sautait parce qu'elle adorait l'eau, donc elle avait un comportement. Et elle la regardait comme ça et il disait t'inquiète pas, elle est handicapée, allez viens. Je disais à sa mère excusez-moi. Mais en fait, j'ai trouvé ça hyper riche et je me suis dit, bon, bah voilà, en fait, on veut que nos enfants soient spontanés. Bon, bah là, ils le sont, tout se passe bien, en fait. Marie est handicapée, elle a une maladie rare qui sera, enfin, une maladie rare, très rare, déficience intellectuelle. Elle m'a dit, maman, là, franchement, j'en ai marre des handicapés. Je veux aller dans le centre de... Mais elle s'autorise à le dire. Et voilà, elle s'autorise à le dire. Mais voilà, c'est l'inverse, mais c'est miroir. Et c'est vrai que les lumières tous ensemble. Moi, je sais que Agathe est allée au ski aussi très rapidement avec les enfants ordinaires. Et des fois, c'est elle qui me dit ouais, les handicapés, là. Mais en tout cas, voilà, si je peux juste rebondir là-dessus, c'est un petit point de vigilance quand même, c'est que ces expériences, elles doivent quand même être accompagnées. Je crois que parfois ça fonctionne très bien et souvent d'ailleurs les enfants qui n'ont pas de handicap, pour lesquels ça fonctionne très bien, c'est aussi des enfants qui ont une familiarité quand même avec le handicap, parce qu'ils ont un frère, parce qu'ils ont un voisin, parce que dans l'école, avec ceux-là ça marche bien. Avec les autres, il y a quand même besoin d'accompagner et de sensibiliser. Alors pas forcément au handicap, parce que ça c'est une grande mode aujourd'hui, à la différence, aux besoins des autres. Lui, voilà, il a besoin de mettre un casque parce que quand il y a trop de bruit, ça lui fait mal aux oreilles. Est-ce que toi, ça t'arrive d'avoir mal aux oreilles? Vous voyez, de créer du lien comme ça. Et ça doit vraiment être important d'être accompagné parce que je trouve qu'il y a de plus en plus d'expériences où on se dit, on les met ensemble et puis ça va fonctionner. Avec certains enfants, oui. Avec d'autres, pas du tout. Voire, on peut créer, renforcer des stéréotypes sur le handicap, la peur. Donc ça, c'est vraiment hyper important d'accompagner ces expériences et de réfléchir à qu'est-ce qu'on dit à ses enfants, qu'est-ce qu'on dit à ses parents, qui eux, pour le coup, ont bien intégré les stéréotypes depuis longtemps. C'est encore plus installé. Voilà, comment on présente les choses. Mais effectivement, c'est une des clés. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je suis Cyril Lebranc, je suis papa aidant d'un enfant atteint d'une myopathie de Steinert qui a bientôt 20 ans. Je ne vais pas résumer le parcours, mais j'ai un peu le profil de Jérôme parce que je suis policier. Et ce qui devait faire de moi quelqu'un de fort, ce que je suis resté, mais j'ai aussi de la vulnérabilité qui s'est vraiment énormément développée. Et surtout ce parcours qu'on a vécu avec le médical, les embûches, tout ce qu'on a vécu. Très compliqué, aussi avec les institutions, forcément. Il y a beaucoup de choses qui sont, beaucoup d'embûches, beaucoup d'obstacles. Moi, la question est toute simple. Je voulais savoir si la colère nous rend encore plus vulnérables qu'on l'est, parce que j'ai ouvert la page de votre livre, là, et la première page sur laquelle je suis tombé, c'est vivre tout le temps dans la colère. Et moi, j'en suis à ce stade encore. Voilà, je suis absolument pas dans le stade de l'acceptation, parce que il y a beaucoup trop de difficultés sur notre parcours. Et parce que j'ai choisi un chemin où m'impliquer avec la loi de 2005, avec toutes ces choses qui, soi-disant, nous aident, mais on n'en est pas là aujourd'hui et c'est un triste constat. Et malgré que les institutions soient existantes, la MDPH, mais on rencontre vraiment beaucoup trop de difficultés. Vraiment. Est-ce que la colère nous rend encore plus vulnérables? Ouais. Je
pense que je vais essayer d'y aller. La colère, ouais, franchement, moi, je l'aurai tout le temps. Parce que, en fait, souvent on dit, j'entends, on a eu de la chance d'avoir une personne qui nous a aidés. Et moi, il m'est tout arrivé, hein, jusque l'agression sexuelle de mon fils qui est vulnérable. En fait, c'est lui qui était vulnérable, pas moi. Et du coup, je me suis retrouvé sans structure. J'ai fait 18 lettres à du président de la République. J'ai eu quasiment 0 réponse. Et le conseil départemental, par contre, j'ai eu une personne, donc j'ai eu la chance d'avoir une personne qui m'a dit « je vais vous aider ». Et elle m'a vraiment aidé. En 3 mois, j'ai eu une solution. J'ai eu de la chance. Voilà. Et du coup, on reste tout le temps dans la colère. On est une marmite avec ce couple qu'on ouvre de temps en temps, qu'on referme. C'est complètement ça. Ouais, je suis dans la colère. C'est injuste, en fait, en vrai, tout le temps. Et... Je voudrais vous répondre sur la colère. À un moment donné, j'ai vraiment étudié très finement les émotions. Et la colère, c'est une pelote. Quand on la déroule, on arrive à nos valeurs les plus fondamentales. Et c'est vrai que nous tous ici, vous, madame, qui êtes si émue, on est des pionniers. Et c'est vrai qu'on est en train de se battre pour changer les choses. C'est grâce à votre colère qu'on y arrive. Il faut pouvoir le transformer. On parle de sublimation en psychologie. Mais la colère, elle donne de la force à la fois. Si elle est bien utilisée, en fait, moi, ça m'a servi de levier moteur tout le temps. Et les forces, par exemple, il y a M. Pascal, j'ai fait la corrida rose, mais ça m'a rendu vulnérable. Du coup, aujourd'hui, je l'ai abandonné aussi parce que je pouvais plus l'organiser. En fait, il y a toutes des choses comme ça qu'on a mis en route. En fait, quand on a des moments up, et on en profite. Et quand on peut plus, on laisse tomber, on délègue. Et ouais, on laisse des traces. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous remercie à vous. Merci Stéphanie pour cette préparation et la modération. Merci Cyrielle, merci Jérôme et merci Céline. Le replay sera disponible début décembre. Et j'espère que ça vous aura un peu enrichi. C'est difficile de traiter tous les sujets, mais en tout cas, je pense qu'on en a traité beaucoup. Je vous encourage à aller sans tarder au niveau de la place pour l'inauguration de la place Andrea, et qui d'ailleurs, elle a géré le soleil. C'est tout ce que je lui avais demandé.